Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, la même heure à Konségéla dans la région de Koutiala. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. 4 jours pour découvrir les innovations technologiques et les savoir-faire des industriels turcs. C'est ce à quoi invite le premier salon international de la défense et de la sécurité ouvert hier à Bamako. Au même moment étaient célébrées les autorités et légitimités traditionnelles à l'occasion de la journée nationale qui leur est dédiée, une journée qui vise à valoriser le rôle de ces gardiens de notre tradition. La Guinée inaugure le plus grand projet mini-infrastructure dans le monde. Le Simandou est une réserve de 2 milliards de tonnes de fer de haute qualité et 20 milliards de dollars d'investissement. Le nouveau directeur général de l'UNESCO prête serment et s'engage à accomplir sa mission dans le respect des valeurs et principes de l'organisation. Le Mali valide son ticket pour les 16e de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar. Il a battu hier l'Arabie Saoudite par 2-0 et rencontre vendredi la Zambie. Dans le pays d'Ogon, elle est un élément essentiel pour construire les maisons et les greniers. La pierre, plus qu'un matériau de construction, incarne une sagesse ancestrale. À découvrir ces trésors locaux dans la chronique de l'environnement en fin d'édition avec Agibou Koulibaly. Et c'est tout pour les titres. Direction Koulouba, où le président de la transition a reçu hier une délégation de la Fédération de Russie, conduite par le vice-ministre de la Défense. Elle est venue exprimer la solidarité et le soutien de la Russie au Mali. La délégation russe est dans notre pays dans le cadre du premier salon international de la défense et de la sécurité. Justement, la Turquie dévoile au monde ses capacités opérationnelles en matière d'armement à la faveur de ces salons consacrés à ces secteurs stratégiques. Experts, industriels, investisseurs et autres spécialistes du domaine venus d'une trentaine de pays y prennent part. 4 jours de découverte des innovations technologiques, du savoir-faire des industriels turcs en matière de défense et de sécurité, nous dit Henri Matina. Fièrement porté par la République de Turquie, un géant industriel en matière d'armement, le Salon international de la défense et de la sécurité Bamex Bamako Expo 2025, qui se déroule pour la première fois au Mali, s'inscrit dans un contexte où l'environnement mondial est en mutation, où les défis sécuritaires et technologiques exigent des réponses innovantes et coordonnées. C'est ainsi qu'il était absolument nécessaire pour le Mali d'initier un tel espace technologique. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La République de Turquie, il faut le dire sans nuance, se tient fermement à nos côtés dans un moment fortement critique dont il n'est point besoin de rappeler les caractéristiques pour écrire l'histoire prometteuse de la coopération entre nos États en matière de défense et de sécurité sur le continent. Le BAMEX 25 est une opportunité rare, voire unique, de découvrir des innovations technologiques, d'échanger sans intermédiaire avec des acteurs et experts du secteur de la sécurité et de la défense. Véritable plateforme de partage, de découvertes et de collaboration réunissant forces armées, gouvernements, experts et industriels venus d'Afrique et à travers le monde, le salon permettra aux acteurs du domaine de s'approprier les savoir-faire internationaux, en particulier ceux des partenaires turcs dans le domaine stratégique de la défense et de la sécurité. Général de corps d'armée, Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le peuple malien éprouve une grande fierté en recevant des délégations de très haut niveau pour échanger sur les problématiques communes et œuvrer ensemble pour la paix dans un esprit de solidarité, de partenariat gagnant-gagnant, libéré de toute idée de domination ou de rapport de force. Le Salon international de l'industrie de la défense et de la sécurité de Bamako, dénommé BAMEX 2025, est une première dans la sous-région. Ce salon est la preuve concrète que le Mali est bien fréquentable et entend occuper sa place sur la scène internationale malgré le complot longtemps tramé et la cabale médiatique en cours. Le Mali
subsistera. Efe Ceylan, ambassadeur de la Turquie au Mali. L'idée du Salon international de BAMEX est née du succès de la démonstration de l'année dernière qui a été organisée par le gouvernement de la transition du Mali en collaboration avec des firmes turques. Cette année, c'est encore l'initiative du gouvernement de la transition du Mali d'exploiter ce succès et de convenir le monde ici à Bamako. Cette fois, les compagnies turques sont plus nombreuses et parmi elles, il y a plusieurs leaders du secteur, non seulement au niveau national, mais aussi international. Ainsi, avec BAMEX 2025, une nouvelle perspective de coopération et de partenariat gagnant-gagnant dans le domaine stratégique de la défense et de la sécurité s'ouvre pour le Mali en particulier et le continent africain en général. Durant quelques jours, l'événement s'articulera autour d'expositions de technologies et matériels, des conférences et tables rondes, voire des espaces B2B entre décideurs, industriels et investisseurs. Oui, Radio Martina, un beau monde réuni au parc des expositions et partage les mêmes soucis. Comment réussir la lutte contre le terrorisme? Pour le Premier ministre général Abdoulaye Maïga, le succès de cette lutte exige désormais anticipation, innovation et coopération renforcée. À en croire le chef du gouvernement, l'Afrique n'a d'autre choix que de bâtir une architecture de sécurité autonome. Il s'exprimait hier à l'ouverture du premier salon international de la défense et de la sécurité. Les grandes lignes de son intervention avec Mamari Kone. Dans un environnement international en pleine mutation marqué par la multiplication et la persistance des crises, l'Afrique se trouve au cœur d'enjeux sécuritaires et géopolitiques sans précédent. Une situation qui fragilise sa stabilité et hypothèque son développement. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dans un tel contexte, la sécurité ne peut plus être envisagée comme une option, mais plutôt comme étant une obligation. Elle s'impose comme une condition essentielle à la survie des États, à la protection des populations et à la souveraineté des nations africaines. Le succès de la lutte existentielle contre le terrorisme exige désormais anticipation, innovation et coopération renforcée, sincère. Face à ces nombreux défis, l'Afrique n'a d'autre choix que de bâtir une architecture de sécurité autonome, fondée sur la coopération et la mutualisation. Le Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025 se veut un rendez-vous inédit sur le continent. Placé sous le thème « L'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense », cet événement ambitionne la modernisation des forces armées africaines et de renforcer leurs capacités afin de relever les défis sécuritaires du XXIe siècle. Bamako se positionne ainsi comme un carrefour stratégique pour la coopération militaire, mais aussi comme un acteur central dans la redéfinition des partenariats sécuritaires africains. Le Salon international d'exposition de la défense et de la sécurité de Bamako, BAMEX 2025, est né de cette conviction profonde, celle que la sécurité et la souveraineté des nations africaines doivent reposer d'abord sur leurs propres forces, leurs propres compétences et leurs propres alliances. Le Salon BAMEX 2025 est une plateforme unique d'échange stratégique et de présentation des solutions technologiques les plus avancées et adaptées aux conflits asymétriques. Le BAMEX 25 est destiné à favoriser les partenariats, le dialogue entre décideurs, industriels, chercheurs, forces de défense, start-up et investisseurs. Il s'agit de penser ensemble la défense du futur, une défense intelligente technologique au service de la stabilité et du développement durable. Pour le chef du gouvernement, les modèles traditionnels de financement reposant sur l'assistance extérieure, les prêts militaires étrangers ont montré leurs limites. Face à la situation, la Turquie propose des approches novatrices fondées sur la coopération industrielle et le cofinancement, comme l'a laissé entendre le directeur du salon. Au sortir de ces salons de 4 jours, le Premier ministre s'attend au renforcement de la solidarité entre les nations africaines et leurs partenaires sincères, le transfert des technologies et le développement d'une industrie de la défense locale, ainsi que l'avènement d'une nouvelle génération de coopération stratégique fondée sur la souveraineté, la responsabilité et la dignité. Et la dignité, il en a été également question hier à l'ouverture de la journée nationale de légitimité traditionnelle, une journée qui vise à inculquer cette valeur et bien d'autres à la jeune génération pour réaliser un vœu cher aux autorités, celui d'un nouveau type de Maliens. Par l'institution de ces rendez-vous annuels, il s'agit aussi de rendre hommage à ces gardiens de notre tradition qui restent un pilier dans le processus de refondation de l'État. Nous retrouvons Mamari Kone. La reconnaissance de l'État envers les autorités et légitimité traditionnelle. La célébration de l'édition 2025 de la journée dédiée aux légitimités est une occasion pour célébrer le rôle fondamental de ces institutions traditionnelles dans la préservation et la transmission de nos valeurs culturelles. Selon le Premier ministre chef du gouvernement, cet événement s'inscrit dans la vision du président de la transition, chef de l'État.
celle de faire du Mali un pays pacifié, bien gouverné, ancré dans ses valeurs ancestrales. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cette vision est portée par le Mali Croix, Nyatasira Kabin, Samba Flani Bioroni Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. En plaçant nos valeurs ancestrales au cœur des priorités de la transition, le chef de l'État a voulu réaffirmer la reconnaissance par l'État du rôle central des autorités et légitimités traditionnelles dans la refondation de notre pays, sur laquelle est bâti entre autres le plan d'action du gouvernement en 2025-2026. D'autres faits marquants illustrent à suffisance cette volonté du chef de l'État d'accorder une place de choix aux autorités et légitimités traditionnelles dans le processus de refondation de l'État. La Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles vise à soutenir le processus de refondation de l'État à travers la densification du système de gouvernance, la promotion du dialogue des cultures, la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Aujourd'hui, force est de constater, dira le chef du gouvernement, que les répercussions du développement mondial semblent porter de graves préjudices à ses vertus. Notre conviction est établie que le Mali ne connaîtra un développement véritable que lorsque les Maliens retourneront aux sources, à leurs valeurs ancestrales, comme le Maya et le Dambé. C'est pourquoi le président de la transition, chef de l'État, a initié le programme présidentiel de développement de la culture, le programme Mali d'Inkura, le nouveau type de citoyen malien pour la souveraineté et la renaissance culturelle du Mali. En décrétant l'année 2025, année de la culture au Mali, la vision du chef de l'État est de faire de la culture le socle de la refondation du nouvel homme malien, le Mali d'Inkura, pétri des valeurs du Maya et du Dambé, citoyen du Mali Croix. D'où le choix du thème cette année, rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Mali d'Inkura. Le Premier ministre a ensuite procédé au vernissage d'une exposition dont la scénographie porte entre autres sur la reconnaissance aux autorités et légitimités traditionnelles, les pratiques et traditions culturelles endogènes, le savoir et le savoir-faire endogène entre autres. En Guinée, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a lancé hier le projet Simandou en présence de ses homologues du Gabon et du Rwanda. C'est une réserve de 2 milliards de tonnes de fer de haute qualité, 20 milliards de dollars d'investissement et 650 km de chemin de fer traversant la Guinée d'est en ouest. À en croire le gouvernement guinéen, c'est le plus gros projet mine infrastructure dans le monde. Au même moment, au Gabon, la cour d'appel de Libreville a condamné hier à 20 ans de prison Sylvia et Nouroudine Bongo, épouse et fils du président déchu Ali Bongo. Ils ont été jugés en leur absence et celle de leurs avocats, notamment pour détournement de fonds publics. Une peine qui correspond aux réquisitions du parquet qui avait demandé 20 ans de prison et 100 millions de francs CFA d'amende contre Sylvia Bongo et son fils Nouroudine. L'ex-première dame et son fils en exil à Londres ont décidé de boycotter ces procès qu'ils jugent politiques. Pas de procès en Angola, mais le pays célèbre le 50e anniversaire de son indépendance. C'était hier. Dans son discours, le président João Lourenço a rappelé que malgré les progrès réalisés par le pays depuis la fin de la guerre civile en 2002, le développement en matière d'infrastructure et d'éducation reste un chantier à consolider. Et un autre chantier important à ce jeu, c'est celui de la préservation de l'unité nationale. Ne laissons pas les mésententes et querelles partisanes accaparer notre temps et notre énergie, a-t-il insisté. Si en Angola on appelle à l'unité, en Guinée équatoriale on s'apprête à accueillir des migrants. Le pays reçoit de l'administration Trump pour 7,5 millions de dollars, environ 4,5 milliards de francs CFA, en échange de l'accueil des migrants expulsés par les États-Unis. L'information qui a été révélée par une sénatrice démocrate passe mal pour cause. La Guinée équatoriale n'a pas bonne presse en matière du respect des droits des migrants. Pendant ce temps, le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis devrait se conclure ce mercredi. La Chambre des représentants devrait, sauf coup de théâtre, adopter l'accord voté au Sénat lundi qui pourrait mettre un terme à une paralysie budgétaire depuis plus de 40 jours. Le président Donald Trump a estimé hier que la fin à venir de la paralysie budgétaire aux États-Unis représentait une très grande victoire pour les républicains, tandis que la colère monte chez les démocrates face aux sénateurs de leur camp qui ont voté pour mettre fin à ce blocage. En attendant, en France, le président Emmanuel Macron a reçu hier à l'Élysée Mahmoud Abbas en sa qualité de président de l'État de Palestine. Il a insisté sur l'urgence de travailler au retour rapide de l'autorité palestinienne à Gaza et à la mise en œuvre de la démilitarisation et du démantèlement du Hamas. De son côté, le président Mahmoud Abbas a réaffirmé son engagement à mener des réformes au sein de l'autorité
autorités palestiniennes, y compris avec la tenue rapide d'élections. Cap sur Samarkand, en Ouzbékistan, où le nouveau directeur général de l'UNESCO a prêté serment hier. L'Égyptien Khaled El Enani s'engage à accomplir sa mission dans le respect des valeurs et principes de l'organisation avant de décliner ses priorités. Les récits de nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté et Abdul Salam Bambara. Un engagement à servir une cause, celle de la paix dans le monde et du dialogue des civilisations. Devant la famille UNESCO réunie en Ouzbékistan, l'Égyptien Khaled El Enani prête serment en sa qualité de directeur général. Professeur d'égyptologie depuis plus de 30 ans, ancien directeur de musée, ancien ministre des Antiquités et du Tourisme de son pays, parrain du Comité africain du patrimoine culturel, membre de plusieurs sociétés savantes, l'homme a bien le profil de l'emploi. Désormais aux commandes de la maison UNESCO, il entend mettre l'organisation au service des États membres. Cela en protégeant le droit à l'éducation pour tous, y compris dans les zones de conflit, en faisant progresser une science ouverte, progressiste et inclusive, en mettant la culture au service de la prospérité et en œuvrant à la défense de l'intégrité de l'information dans le domaine public. À cela, il faut ajouter les deux priorités globales de l'organisation, à savoir la priorité Afrique et l'égalité des genres. Khaled El Enani, directeur général de l'UNESCO. Oui, les défis sont immenses. Éducatifs, scientifiques, culturels, informatifs, éthiques, climatiques, budgétaires. Mais l'histoire de l'UNESCO est une histoire de réponses courageuses et inventives. Je ne commettrai pas l'erreur de croire que le nombre de voix portées à ma candidature s'attache à ma personne. Il exprime une espérance envers une mission immense pour laquelle vous me trouvez aujourd'hui animé d'une détermination infrangible. Faire de l'UNESCO un lieu de construction de la paix durable, dans un monde dominé par les inégalités et les divisions. Choisi le 6 octobre dernier par le Conseil exécutif et élu le 6 novembre par la Conférence générale, le 12e directeur général de l'UNESCO est le premier issu du monde arabe et le second du continent africain. Son parcours, sa vision et son engagement à servir l'UNESCO sont salués par le président de séance, Konder Talla, président de la Conférence générale. Vous nous apportez cette vision inclusive et claire, l'UNESCO pour les peuples, qui nous rappelle que l'UNESCO est avant tout une organisation dont les États membres sont les véritables moteurs, une famille unie par le dialogue, la diversité, la solidarité. Le nouveau directeur général de l'UNESCO reçoit ensuite les félicitations des pays membres à travers les groupes électoraux et les responsables de délégation. Amadou Opacham, ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO. Monsieur le directeur général, nous vous assurons de notre soutien total et de notre collaboration étroite. Nous sommes convaincus que sous votre leadership, l'UNESCO poursuivra et confortera chacun de ses mandats et atteindra avec le concours de tous de nouveaux sommets et de nouveaux mandats. Le cap est donc fixé pour le nouveau directeur général qui prendra ses fonctions au lendemain de la conférence générale le 15 novembre. Ainsi débutera pour lui un mandat qui va durer 4 ans au cours desquels le promu invite l'ensemble des acteurs à écrire avec lui un nouveau chapitre de la vie de l'UNESCO. Samarkand, Yaya Konaté, Abdul Salam Bambara pour l'ORTM. AES, actualité. Le Burkina Faso franchit un pas important vers la promotion et la valorisation de la filière coton. Le Premier ministre Ibrahim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo inaugure à Bobo Dioulasso le Centre national d'appui à la transformation du coton. Il vise à former les artisans dans 3 domaines clés, à savoir le tissage, la teinture et la coupe-couture. Coût de l'infrastructure, plus d'1 milliard de francs CFA. Le témoin de son inauguration est Solange Bikaba de la radio du Burkina. Un des principaux leviers du développement endogène et inclusif du Burkina est la transformation de ses produits locaux. Voilà la conviction du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Une conviction matérialisée par ce Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton Sénatac, dont les activités ont été officiellement lancées par le Premier ministre, représentant le chef de l'État. Bâti sur une superficie de 10 hectares dans la zone industrielle du secteur 23 de Bobo Dioulasso, le Sénatac a pour mission de contribuer à la valorisation du coton local
locale en formant les artisans au tissage, teinture et à la coupe-couture ainsi qu'à l'entrepreneuriat. L'infrastructure construite à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA se compose notamment d'un atelier de tissage, d'un atelier de teinture, d'un atelier de coupe-couture et des bâtiments administratifs. Cette réalisation est le fruit de la coopération italienne. La directrice de l'Agence italienne pour la coopération et le développement, représentant son ambassadeur, s'est réjouie de cette cérémonie qui marque l'aboutissement d'un projet symbole de la preuve de la résilience du peuple burkinabé. Emanuela Forcella a rassuré du soutien de son pays pour la pérennisation de Sénatak. Le ministre en charge de l'artisanat, tout en saluant l'engagement du président du Faso qui permet de booster la filière textile du Burkina, a indiqué que ce centre revêt une importance capitale pour le secteur de l'artisanat qui amorce ainsi un nouvel élan avec la modernisation des techniques de tissage et de teinture. Serge Poda a exhorté les artisans à saisir cette opportunité pour rendre les produits du textile plus compétitifs sur le marché national et international. Autre temps fort de la cérémonie, c'est la remise symbolique d'attestations et des kits d'installation à la première cohorte du Sénatak, forte de 180 impetrants, et la visite des locaux. L'actualité est aussi agricole au Niger. Une mission de préévaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique est sur le terrain. Dans la région de Maradi, elle a visité certaines infrastructures agricoles et échangé avec les producteurs. D'un constat général, la campagne 2025 s'est bien déroulée, comme en témoigne la baisse des prix des denrées sur le marché. C'est ce que nous raconte Gunga Gibrima de la Voix du Sahel. Accueillie à Tessawa par les autorités administratives et coutumières, la mission de préévaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique conduite par le gouverneur de la région de Maradi s'est rendue à Baudeta, où elle a visité le puits cimenté pastoral de Baudeta-Pelle, qui a été réhabilité sur financement de la Banque mondiale à travers le programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2. Le gouverneur de la région de Maradi a ensuite visité un site agricole récupéré. Sur ce site individuel, des demi-lunes agricoles ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger, PISEN, exécutée par l'ONG CDR. Au vu des résultats très encourageants enregistrés, le contrôleur général de police Issoufou Maman a demandé aux bénéficiaires de pérenniser ses acquis et poursuivre ses actions à travers des initiatives communautaires. Ainsi, il ressort de la réunion de synthèse que la campagne agro-silvopastorale et hydraulique a été globalement satisfaisante dans le département de Tessawa, qui a bénéficié des appuis de l'État et de l'accompagnement des partenaires, ce qui du coup a atténué la vulnérabilité des ménages et le prix des céréales et denrées de première nécessité ont baissé. Le contrôleur général de police Issoufou Maman a rappelé certaines mesures prises pour améliorer le quotidien des Nigériens. Le programme Grande Irrigation pour assurer la souveraineté alimentaire, la réduction des prix du ciment, le recensement général de la population et de l'habitat et plusieurs autres sujets d'intérêt général. Au terme de la réunion, pour répondre à l'appel du président de la République sur l'initiative 100 francs pour la patrie, un geste pour l'avenir a été lancé par les autorités à Baudeta. Dans le département de Gazawa, le gouverneur a visité des kits caprins à Goulgoudjé, une initiative d'une ONG de la place qui vise à accompagner les communautés dans la perspective d'une autonomie financière. Le contrôleur général de police Issoufou Maman a échangé avec les communautés et leur a transmis les salutations fraternelles du chef de l'État. Dans l'actu des sports, le Mali valide son ticket pour les 16e de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar. Il affronte vendredi la Zambie. En revanche, en Ligue des champions féminines, l'USFA chute face à l'AS FAR de Rabat 2-0 lors de sa deuxième sortie. Mais elle reste toujours en course pour se qualifier. D'autres détails dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Aridou Matina. Football Coupe du Monde des cadets qui se déroule au Qatar, les Aiglonnets du Mali décrochent leur billet pour les 16e de finale. Hier, au compte de la 3e et dernière journée des rencontres de poule dans le groupe L, les cadets maliens ont battu 2-0 l'Arabie Saoudite et passent au tour suivant avec 6 points en tant que deuxième du groupe L, derrière l'Autriche qui finit première de la poule avec 9 points. Ainsi, on connaît désormais le tableau des 16e de finale. Le Mali jouera contre la Zambie, l'Argentine sera face au Mexique, l'Italie affrontera la République tchèque, les États-Unis joueront contre le Maroc, le Brésil sera face au Paraguay,
Le Sénégal croisera l'Ouganda, le Venezuela défiera la Corée du Nord, la Suisse croisera l'Égypte, le Japon sera face à l'Afrique du Sud, la République d'Irlande jouera contre le Canada, l'Allemagne sera face au Burkina Faso, la France se mesurera à la Colombie, la Croatie affrontera l'Ouzbékistan, la Corée du Sud en dégoûtera avec l'Angleterre et le Portugal jouera contre la Belgique. Ces 16e de finale se joueront vendredi 14 novembre. Fenêtre FIFA, si certaines sélections nationales s'apprêtent à faire des matchs amicaux de préparation comme le Mali qui doit jouer en amical le 18 novembre prochain en Tunisie à Rades contre la Jordanie. Par contre, d'autres nations joueront des rencontres de qualification pour le Mondial 2026. C'est le cas de bon nombre de sélections européennes. Sur le continent, il sera question demain jeudi des barrages africains sous forme de demi-finale. Ce mini-tournoi est prévu au Maroc. Ainsi, les Super Eagles du Nigeria affronteront les Panthères du Gabon et les Lions indomptables du Cameroun joueront contre les Léopards de la RD Congo. Les deux vainqueurs de ces affiches s'affronteront le 16 novembre en vue de connaître le représentant du continent pour le barrage intercontinental qualificatif pour le Mondial 2026. Terminons par la Ligue des champions féminines dont la 5e édition bat son plein en Égypte. Les joueuses de l'ISFAS qui représentent le pays ont fait hier leur 10e sortie marquée par une défaite 2-0 contre AS FAR de Rabat du Maroc. L'ISFAS jouera son 3e et dernier match de poule samedi, une rencontre décisive pour la qualification face au Football Club Massar d'Égypte. Après 2 journées dans le groupe A, l'ISFAS occupe la 3e place avec 3 points derrière le Football Club Massar d'Égypte et l'AS FAR de Rabat du Maroc. Ces deux formations comptent chacune 4 unités. Chronique de l'environnement. Dans le pays d'Ogon, la pierre est un élément essentiel pour construire les maisons ainsi que les greniers. Au-delà d'un héritage, ces maisons en pierre incarnent une sagesse ancestrale, une manière de vivre en harmonie avec la nature. À Badiangara, une association veut s'inspirer de ces trésors locaux dans la construction moderne et écologique, un sujet auquel s'est intéressé Agibou Koulibaly dans la chronique de l'environnement. À Badiangara, l'association pour la promotion de l'agropastoralisme, du pastoralisme, de l'élevage et de la promotion humaine s'emploie à promouvoir l'usage de la pierre dans la construction des habitations et bâtiments publics. Ce matériau abondant dans la région offre une résistance exceptionnelle à la chaleur, à l'érosion et au climat. Bernard Togo, membre de l'association pour la promotion de l'agropastoralisme, du pastoralisme, de l'élevage et de la promotion humaine. Déjà, les jeunes que nous formons, déjà en temps de formation, il y en a qui arrivent même à économiser pour envoyer à leurs parents au village. Et dans le monde rural, nous avons donné des compresseurs aux artisans locaux parce qu'ils disaient que pour extraire avec la main, ils font près de 10 trous dans la journée. Mais avec un compresseur, ils peuvent faire 100 à 150 trous. Donc, ça augmente la quantité d'extraction de la pierre. Donc, ils peuvent vendre davantage. Pour nous, cette technique lutte contre effectivement le chômage. Des jeunes qui devaient aller travailler en ville, dès qu'ils ont eu des compresseurs, ils sont restés au village. Parce qu'avec ces compresseurs-là, ils peuvent extraire la pierre, ils peuvent creuser des puits pour le jardinage, ainsi de suite. Donc beaucoup sont restés sur place au lieu d'aller à Bamako. En remettant au goût du jour les techniques traditionnelles des bâtisseurs d'Ogon, l'association souhaite préserver un patrimoine architectural unique tout en répondant aux défis du changement climatique. Bernard Togo, membre de l'association. Depuis 2013, nous avons formé plus de 156 jeunes, filles comme garçons. Dans cette formation, les compétences qu'ils retrouvent, c'est d'abord la reconnaissance de la bonne pierre dans la construction. Ensuite, on les apprend à extraire les techniques d'extraction de la pierre. Ensuite, les techniques de taille de pierre. Puis, les techniques de construction en pierre. Tous les jeunes qu'on a formés, en tout cas, ils ont tous ces modules-là qu'ils ont appris en 6 mois de formation en éco-construction. Ils ont toutes ces compétences-là. Et aujourd'hui même, les jeunes que nous avons formés, beaucoup sont appelés vers Bamako pour les constructions en pierre. À Badiangara, quand on prend la rue Nagabonou, le pavage, ce sont nos élèves qui ont pavé ça. Quand tu vois les décorations, la maison de Sidna Toumé et consorts, nos jeunes ont participé justement à cette décoration aussi. Donc ils ont les compétences nécessaires pour extraire, tailler, construire, poser pavé, ainsi de suite. Entre tradition et modernité, la pierre retrouve peu à peu sa noblesse à Badiangara, symbole d'un avenir durable enraciné dans la culture d'Ogon.
Avant de nous séparer, c'est communiqué de la conférence épiscopale du Mali relatif à l'annulation du 54e pèlerinage national de Kita, édition 2025. Comme chaque année, notre Église s'est préparée avec ferveur à vivre le pèlerinage national au sanctuaire marial de Kita, moment privilégié de foi, de communion fraternelle et d'offrande pour notre pays. Cependant, au regard des circonstances actuelles que traverse notre nation, notamment les difficultés liées au transport des pèlerins, dues au manque d'approvisionnement régulier en carburant et après mûre réflexion, les évêques du Mali ont décidé d'annuler le pèlerinage national de Kita pour l'année 2025. Cette décision, fruit de la prière et du sens de la responsabilité, exprime le souci pastoral des évêques pour le bien et l'ensemble du peuple de Dieu. Toutefois, nous ne voulons pas que s'interrompe l'élan spirituel qui anime ces grands rassemblements de prières pour le Mali. C'est pourquoi nous invitons chaque fidèle à vivre un temps de prière et de communion autour de la Vierge Marie, Notre-Dame du Mali, durant la période initialement prévue pour le pèlerinage. Que cette prière fervente de chacun soit une intercession pour la paix, la cohésion et la prospérité de notre pays. La conférence épiscopale du Mali exprime sa profonde gratitude à l'archidiocèse de Bamako, diocèse organisateur de cette édition, pour le travail déjà accompli et l'encourage à poursuivre la préparation du prochain pèlerinage dans le même esprit de foi et de dévouement. Nous remercions également le gouvernement du Mali pour son accompagnement constant et les efforts qu'il déploie chaque année pour soutenir la tenue du pèlerinage de Kita. Ainsi va l'actualité en ce mercredi 12 novembre 2025. Cette tranche d'information vous a été servie par Soumela Diara à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Ne décrochez pas et retrouvez juste après moi Doudou Tembeli pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous où que vous soyez.